Nous sommes dimanche 1er septembre 2019. Vous êtes les bienvenus sur RTI 1. Voici les titres de votre journal. La 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique s'est tenue du 28 au 30 août dernier à Yokohama au Japon. Et Amadou Gon Coulibaly y conduisait une délégation. En marge de la conférence, Bruno Nabagné-Koné a pris part à un panel sur le développement urbain durable en Afrique. Nous irons au Japon au tout début de ce journal. Hier, 31 août, l'on a célébré la journée africaine de la médecine traditionnelle. Thème de cette 17e journée, intégration de la médecine traditionnelle dans le cursus des étudiants des sciences de la santé dans les universités de la région africaine. Dans 10 minutes, vous entendrez le message du gouvernement qui recommande aux praticiens leur identification. L'ouragan Dorian doit frapper les Bahamas et les côtes américaines dans les prochaines heures. La Floride, mais aussi 3 autres États. Ces vents soufflent à plus de 220 km/h actuellement. Les autorités appellent les habitants à rester prudents et à s'organiser. Donald Trump, lui, dit suivre la situation de près. En agriculture, les semences sont des organes de reproduction choisis pour être semés. C'est le premier intrant de la culture. Les semences utilisées doivent être certifiées. La production des semences est principalement assurée par des semenciers, mais quelle est l'importance des semences agricoles? La Côte d'Ivoire est-elle autosuffisante? Les semences agricoles sont-elles de bonne qualité en Côte d'Ivoire? Ces questions, nous allons les poser à M. Ngueta Asanvo Simon-Pierre, professeur titulaire de génétique et amélioration des plantes, directeur du laboratoire de génétique à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Ce sera tout à l'heure dans le cadre du magazine du dimanche. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Diaby. Bienvenue sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. On se retrouve dans 30 minutes. Merci beaucoup. À tout à l'heure professeur. Merci. La TICAD 7 a refermé ses portes. Cette 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique s'est tenue du 28 au 30 août dernier à Yokohama au Japon. Et le Premier ministre y représentait le chef de l'État. Amadou Gon Coulibaly était accompagné de plusieurs membres du gouvernement, dont Bruno Nabagné-Koné. Sur place, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a pris part à un panel sur le développement urbain durable en Afrique. Cheikh Koné Aboubakar. À ce panel de haut niveau, ont pris part des représentants des 4 futures mégalopoles africaines, c'est-à-dire des villes africaines qui devraient compter 10 millions d'habitants d'ici à 2050. Il s'est agi pour eux de partager leur expérience en tant que responsables des questions de développement urbain dans leurs pays respectifs, de présenter les défis auxquels ils sont confrontés et leurs visions pour faire de ces capitales africaines des espaces viables dans le futur. Nous sommes ici dans un cadre d'échange avec le Japon. Et la matière sur laquelle nous travaillons, comme vous le savez, c'est une matière qui est parfaitement maîtrisée aujourd'hui par le Japon. Au niveau de l'urbanisme, on peut le voir à travers les principales villes japonaises, notamment à travers Tokyo que nous avons visité hier et Yokohama que nous visitons aujourd'hui. Ce sont de bons exemples en termes de planification urbaine. Ce sont de bons exemples en termes de construction. Donc nous sommes venus ici pour nous enrichir de l'expérience japonaise. Le ministre Bruno Nabagné-Koné a dans son exposé fait une présentation exhaustive de la ville d'Abidjan. Il a également partagé les stratégies futures de l'État ivoirien visant à réaliser le développement durable et harmonieux de la ville d'Abidjan en mettant un accent particulier sur la contribution de la communauté internationale dans ce processus. Aujourd'hui, l'Afrique abrite 47 villes de plus d'1 million d'habitants et 120 dépassent les 500 000 habitants. En 2030, plus de la moitié de la population africaine vivra dans des villes qui concentrent déjà l'essentiel de l'activité économique porteuse de croissance. Et toujours en marge de la TICAD 7, Marcel Amontano, qui est également sur place, a participé à une séance thématique sur le changement climatique et la réduction des risques de catastrophes. Au centre des échanges, les expériences de l'Afrique et les défis restants pour régler et mettre en place des stratégies de réduction des risques de catastrophes locales. Michel Digri. Cette session est une plateforme d'échange entre les dirigeants africains et les partenaires de la TICAD. Elle vise à obtenir le soutien international pour la réduction des risques de catastrophes liées au climat en Afrique. L'Afrique a contribué le moins au réchauffement mondial.
et se trouvent quand même à la première ligne des conséquences de ces catastrophes. Il faut apporter des changements dramatiques dans la manière dont on construit nos villes, dont on fait fonctionner nos industries. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères a déclaré que les risques de catastrophes liés au changement climatique constituent l'un des plus grands défis à relever. En Afrique, l'ampleur des dégâts causés par le cyclone Idai, qui a frappé en mars 2019 la côte orientale africaine, est la preuve irréfutable que notre continent est parmi les plus exposés aux effets néfastes des changements climatiques. Face à ces menaces, la Côte d'Ivoire a pris un certain nombre de mesures qui se résument en 3 points. Premièrement, la ratification de nombreux accords et conventions internationaux, dont l'accord de Paris ratifié le 25 octobre 2016. Deuxièmement, la mise en place de cadres institutionnels et juridiques et le soutien aux secteurs économiques et aux domaines environnementaux prioritaires. Concernant la Côte d'Ivoire, Marcela Montano a indiqué qu'un plan national des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique a été mis en place. La Côte d'Ivoire s'attelle à l'amélioration de la gouvernance environnementale et climatique, ainsi qu'au renforcement des capacités de ses acteurs nationaux pour mieux lutter contre les changements climatiques. À cet égard, elle compte sur l'expertise acquise par le Japon pour faire face à ces défis. Ajoutant que la Côte d'Ivoire, sur la base de l'accord de Paris, s'est engagée dans plusieurs actions, entre autres, à réduire de 28% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 en agissant sur les secteurs énergie-transport, agriculture, foresterie et déchets. Le 25 août dernier, le gendarme Anderson Tiekou a été abattu à Yopougon par des membres d'un syndicat de transporteurs. Ahmed Bakayoko a tenu à présenter ses condoléances à la famille éplorée. Le ministre d'État, ministre de la Défense, était hier à Yopougon, quartier Lavage, au domicile du défunt, promettant à la famille que ce meurtre ne restera pas impuni. Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko dans la commune de Yopougon, aux côtés de la famille du gendarme assassiné le dimanche dernier à Sékoji, quartier Lavage. Une visite pour traduire la compassion et le soutien du président de la République Alassane Ouattara et l'ensemble du gouvernement à la famille éplorée. Ahmed Bakayoko a indiqué que ce meurtre ne restera pas impuni. On ne se penche pas d'une mort par une autre mort ou par notre agression, ça ne pose pas les problèmes. Mais la justice va faire son travail. Et nous allons aider par notre travail à mettre ces délinquants à la disposition de la justice. Et nous serons à vos côtés pendant ces obsèques. Ahmed Bakayoko a aussi annoncé l'arrestation de 3 individus, les autres étant activement recherchés. On va rester dans la commune de Yopougon pour parler fluidité routière. Ce sont des jeunes gens déscolarisés pour la plupart qui facilitent la vie aux automobilistes de la commune. Si vous vous trouvez du côté du CHU de Yopougon, vous allez à coup sûr les rencontrer. Grâce à leurs efforts de régulation de la circulation, les embouteillages sont réduits dans la zone et conduire devient un plaisir. Théodore Zouzou et Franck Quadio les ont observés durant une journée de travail. Et voici leur reportage. Circuler à Abidjan, que de difficultés, illustrées par des embouteillages et autres sources de ralentissement de la circulation telles l'occupation anarchique de la chaussée. Yopougon, sur cette voie secondaire, un groupe de jeunes essaie d'apporter une solution. Ils sont remarquables par leur tenue, un gilet, le sifflet à la bouche retentissant régulièrement et portant des gants aux mains. Ils sont à la tâche dès le lever du jour et régulent la circulation de façon bénévole. Il n'y avait pas de feu de signalisation en fait. Donc je me suis engagé pour essayer d'aider un peu la population à aller à ses besoins. Voilà la raison pour laquelle je me suis lancé dans la circulation. Voyons, faut coincer, viens comme ça. C'est ici, face au centre hospitalier universitaire de Yopougon, qu'ils ont établi l'essentiel de leur stratégie, permettre aux usagers de vaquer à leurs occupations, aux ambulances d'entrer et de sortir du centre de santé. C'est leur désir, d'où des priorités. Nous venons ici à partir de 5 heures
Nos priorités, c'est de faire circuler les ambulances, des corbias et les sapeurs-pompiers militaires. Lorsqu'il y a des malades, on voit que l'ambulance ne peut pas mieux avancer rapidement. Donc nous sommes ici pour mieux régler la circulation. Une initiative appréciée. S'ils ne sont pas là, il y a l'embouteillage. Oui, et tout le monde se mène, chacun veut passer. Et on n'arrive pas à passer. Et quand ils sont là, ils mettent de l'ordre pour que chacun puisse passer. Oui, donc il faut en tout cas ils travaillent. Le travail qu'il fait est positif pour la circulation. Ça permet aux véhicules de vite circuler, de pouvoir circuler normalement. La police ne peut pas tout faire. Donc il faut souvent ces jeunes-là, qu'on les encadre, qu'on les forme plus. Et en plus de ça, maintenant qu'on on trouve quelque chose, on les énumère, on leur donne quelque chose pour pouvoir vivre. Il y a cependant des difficultés. Ce n'est pas du tout facile. À certaines personnes, vraiment, quand tu les arrêtes, ils te traitent de mendiants, de n'importe quoi. Ce métier, Aristide et Olivier disent l'avoir appris en observant les agents de police dans l'exercice de l'activité. La police est d'ailleurs habilitée à l'exercice légal de la régulation de la circulation. Les deux bénévoles en sont conscients, mais disent juste vouloir accomplir ainsi une action citoyenne. Ils sollicitent donc le soutien des bonnes volontés. Sinon, on se tient volontaire pour venir réguler la circulation. Ce n'est pas parce qu'on a envie de mendier, mais on aime le boulot. Par jour, c'est seulement dit on ne gagne pas grand-chose. On peut gagner 3 000, on peut gagner 5 000, ça dépend. Ça dépend. Quand tu as la chance, tu peux te retrouver à 7 000. Quand tu n'as pas la chance aussi, bon, on peut descendre à 1 500, 1 000 francs. Parce qu'on ne demande pas. C'est la bonne foi en fait qui nous donne. On veut, comment dirais-je, un emploi. Même s'ils peuvent créer une association de jeunes régulateurs de la circulation bénévole, vraiment nous, ça va nous faire plaisir. La municipalité de Yopougon reconnaît par ailleurs l'apport de ces jeunes. Elle entend les encadrer. C'est un reportage de Théodore Zouzou dans un récit de Franck Quadio. 80% de la population vivant en Afrique est tributaire de la médecine traditionnelle pour satisfaire ses besoins en soins de santé. Ces mots sont de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Hier, 31 août, l'on a célébré la 17e journée africaine de la médecine traditionnelle. À cette occasion, le gouvernement a recommandé aux praticiens leur identification afin de bénéficier du suivi de leurs activités. Ouattara Madou Walter. Selon l'OMS, environ 80% de la population vivant dans la région africaine est tributaire de la médecine traditionnelle pour satisfaire ses besoins en soins de santé. À l'occasion de la célébration de la journée africaine de la médecine traditionnelle, qui est à sa 17e édition, les praticiens du secteur sont invités à se faire identifier et à se départir de la publicité tapageuse. Afin de bénéficier d'un suivi de leur activité, de respecter la loi et le code d'éthique régissant l'exercice de la médecine traditionnelle, de veiller au respect des normes de bonne pratique dans la production de leurs médicaments. La célébration de cette 17e édition est centrée sur le thème « Intégration de la médecine traditionnelle dans le cursus des étudiants des sciences de la santé dans les universités de la région africaine ». Le thème de la 17e journée africaine de la médecine traditionnelle demeure une invitation, d'une part, à une action interministérielle dans le secteur de la médecine traditionnelle et d'autre part, à une collaboration entre praticiens de la médecine traditionnelle et praticiens de médecine conventionnelle. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est revenu sur les acquis de la politique en faveur de la médecine traditionnelle. Nous pouvons affirmer qu'aujourd'hui, la collaboration entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle devient une réalité à travers la politique de médecine traditionnelle mise en place par son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, à travers le programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Des acquis importants sont à noter, notamment 1. L'existence d'une pharmacopée ivoirienne, 2. L'existence de la loi numéro 2015-536 du 20 juillet 2015 portant exercice et organisation de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle. 3. L'existence d'un code d'éthique et de déontologie de médecine et de pharmacopée traditionnelle. La commémoration de la journée africaine de la médecine traditionnelle a débuté en 2003. Elle a pour objectif de rendre un hommage à la médecine traditionnelle pour le rôle important qu'elle joue dans la prise en charge des maladies dans le monde.
À Boaké, une soixantaine de médecins et infirmiers retournent à l'école. Ils ont été formés récemment à l'université Alassane Ouattara sur les principes de base du traitement non opératoire des fractures. Il s'agit des capacités de prise en charge en urgence des patients souffrant de lésions musculo-squelettiques. Reportage Boubacar Silla et Kwadio Kwame, nos confrères de RTI Boaké. Destiné à renforcer les capacités du personnel médical, un atelier a réuni pendant 3 jours à l'université Alassane Ouattara une soixantaine de participants venus de plusieurs structures de santé du pays. La rencontre, organisée par la Fondation AO Alliance, vise à enseigner des méthodes de prise en charge des patients souffrant de lésions musculo-squelettiques. Nombreux sont encore les traumatisés du système musculo-squelettique dont la prise en charge reste à déplorer, d'où l'intérêt de cette formation. L'objet de notre visite, c'est des cours de formation, de mise à niveau du personnel médical et paramédical sur la prise en charge initiale des lésions traumatiques. Les responsables de l'université Alassane Ouattara félicitent et encouragent l'initiative de la Fondation AO Alliance. Je voudrais remercier l'AO d'avoir donné un cours de haut niveau. Des séances pratiques ont sanctionné cet atelier de formation de 3 jours qui avait pour thème « Principe de base de traitement non opératoire des fractures ». La formation AO Alliance nous a permis non seulement de pouvoir renforcer nos capacités en tant que médecins enseignants, de pouvoir également apprendre aux étudiants certains rudiments, pour pouvoir prendre en charge nos patients. C'est vraiment très important pour nous de pouvoir avoir ces formations-là pour que dans nos petits centres de santé où on sera à l'intérieur du pays, on puisse faire le minimum pour pouvoir transférer le patient. La Fondation AO Alliance est une fondation à but non lucratif. Son but est d'améliorer les soins des victimes et handicapés atteints du système musculo-squelettique en organisant ou en facilitant des formations et enseignements adaptés. Voilà à peu près 2 mois qu'une maladie non encore identifiée sévit à Dianra, dans le Béré. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour y apporter une solution définitive. Il commence par renforcer le système sanitaire de la région. Les dispositions ont été annoncées aux populations vendredi par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui était en visite à Dianra. Léon Prokwame y était aussi pour le groupe RTI. En route pour Dianra, le ministre de la Santé stoppé à Taléré dans la sous-préfecture de Sirasso, région du Poro. Aux 20 cas suspects de la maladie de Yérétélé, Akaouélé annonce la prise en charge gratuite. À Dianra, visite du CSU ou centre de santé urbain, puis adresse aux populations. Les efforts du chef de l'État pour améliorer la santé des Ivoiriens expliqués, 833 milliards de francs CFA pour la réhabilitation, la construction et l'équipement d'hôpitaux et la mise en œuvre en octobre 2019 de la couverture maladie universelle. Face à la maladie de Yérétélé, des mesures d'urgence, le Béré érigé en région sanitaire et Dianra en district sanitaire, puis son CSU transformé en hôpital général. Le centre de santé urbaine de Dianra est en partie en réhabilitation. Cela va être complété. L'équipement sera au rendez-vous. Le personnel également va être renforcé. Médecins, infirmiers, sages-femmes, auxiliaires de santé, etc. Akaouélé fixe la fin de cette mise aux normes de l'hôpital général de Dianra à janvier 2020 et achève son périple à Yérétélé, foyer de la maladie non encore identifiée mais déjà circonscrite. À son actif, 11 décès. Aux familles endeuillées, le ministre de la Santé dit la compassion du gouvernement. Demeurer digne, parce que malheureusement, l'homme est né avec la mort. Avec la mort. Mais la mort qu'on peut éviter, on doit éviter. C'est le sens du travail du corps médical. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a aussi exprimé le soutien du gouvernement aux malades à l'hôpital général de Dianra. Akaouélé a offert un important lot de matériel biomédical. Objectif, renforcer la riposte contre la maladie de Yérétélé. 11 morts, c'est le triste bilan depuis l'apparition de la maladie à Yérétélé. Des équipes d'experts ont été déployées sur le terrain depuis lors dans le cadre de la riposte contre cette maladie. Une maladie désormais circonscrite reste à l'identifier puis à la bouter hors du territoire. On retrouve Léon Prokwame de la station régionale RTI Boaké.
Encore cloué une semaine plus tôt par la maladie, voici Péguémé au dispensaire de Yérétiélé. Elle s'y est rendue seule pour rencontrer les équipes de l'Institut national d'hygiène publique déployées dans le département de Diarra depuis le 23 août dernier. Aujourd'hui, je n'ai plus mal à la poitrine, je n'ai plus mal au ventre. La fatigue générale, ça va. C'est grâce aux gens de la santé que j'arrive à marcher un peu aujourd'hui. Nous avons fait encore des examens au niveau de l'eau. Des examens de sang ont été faits. Des examens de sel également ont été faits pour plus de 70 personnes. Et tous ces examens sont en train d'être analysés à Abidjan. Donc ces pistes-là nous permettent déjà de prendre en charge les malades que vous avez vus et vous vous êtes rendu compte qu'il y a une amélioration. Une semaine de combat contre ce mal mortel, puis les patients stabilisés et la maladie circonscrite. 1, ce n'est pas une maladie mystérieuse. 2, il y a des traitements qui sont en cours et il y aura des traitements pour cette maladie. 3, dès qu'il y a un problème, que la population vienne à l'hôpital. Il n'y a pas à s'alarmer. Cet appel parce que, dans une semaine, les experts seront dotés des réactifs nécessaires à des recherches plus approfondies. Dans tous les cas, rassure le ministre de la Santé, des cardiologues vont se joindre à la lutte quand les équipes de l'INHP restent mobilisées jusqu'à la victoire sur ce mal mortel de Yérétiélé et environ. Il y a des épidémiologues, il y a des cliniciens, il y a des biologistes. Ils sont ici avec vous, ils seront avec vous tant que la maladie sera là. Ça, c'est le message du président. Mais en même temps, le Premier ministre a dit de vous dire qu'il faut que ceux qui sont malades également se signalent rapidement. Mène cette riposte contre la maladie de Yérétiélé, épidémiologistes, biologistes et nutritionnistes, tous de l'Institut national d'hygiène publique, déployés aussitôt que le gouvernement en a été officiellement informé. Voilà qui referme le chapitre santé de cette édition. La Musarti a un nouveau président. Le journaliste Alvor Assakwame a été choisi à l'unanimité pour diriger la mutuelle sociale des agents de la RTI. C'était hier, samedi, au terme d'une assemblée générale mixte, ici même à la Maison de la Télévision. Le tout nouveau président dit être conscient du challenge qui l'attend. Ces propos ont été recueillis par Ouattara Amadou Walter. La Maison de la Télévision ivoirienne a abrité le renouvellement des instances de la mutuelle sociale des agents de la RTI, Musarti. Selon le président du comité ad hoc, tout s'est bien passé. Les délégués sont venus en grand nombre. Nous avons organisé l'élection du président du conseil d'administration. Dieu merci, il y a eu une solidarité autour de l'équipe. Sur 84 délégués attendus pour cette assemblée générale mixte, 46 ont effectivement répondu présents et 21 procurations ont permis d'élire les 7 membres du conseil d'administration qui sont, pour la production, Soro Temoko, journalisme, Assakwame Alvor, technique, Etienne Mian Nestor, administration, Nguessan Charles Olivier, comité de management, et Kofi Huberson, conseiller médical, Monet Didier Sège. Au thème de ces élections, le journaliste Alvor Assa a été choisi à l'unanimité président du conseil d'administration de la Musarti. Je voudrais rendre hommage à mes prédécesseurs, Yolande Kouadio, Dia Sylvain, et même tous ceux qui ont dirigé cette structure, quelle que soit la dénomination. Ensemble, nous allons travailler pour la Musarti. Pour la nouvelle équipe qui va se mettre en place, sachez, mesdames et messieurs, que nous allons nous mettre à la tâche. Elle va être rude, naturellement, ou aisée, tout dépendra de nous, de notre envie de vaincre, de faire surtout de belles et courageuses propositions pour la bonne marche de notre mutuelle. Les 2 membres du comité de contrôle ont été également élus. Ce sont Koloko Ode Corinne, Oka Atokwasi au nord. Plusieurs défis attendent donc la nouvelle équipe. La Musarti, en 2018, nous avons environ 355 millions de recettes pour des dépenses estimées à plus de 365 millions. Le déficit, il est là. Aujourd'hui, il y a une flambée de prix au niveau des coûts des prestations. Que ce soit dans les cliniques, dans les pharmacies, le conseil d'administration doit pouvoir bien négocier pour que la direction générale augmente la part patronale. Nos priorités, ce sont les projets sociaux, surtout avoir une grande cantine ici à RTI Cocody
serait bon pour les agents eux-mêmes et pour les visiteurs, surtout pour l'image du groupe RTI. L'accès aux logements sociaux est vraiment primordial. Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, était représenté à cette assemblée générale de la Musarti par Aboudraman Traoré. Les musulmans ont prié. De retour de la Mecque, les pèlerins originaires du sud Comoé se sont réunis vendredi à la mosquée Fatma Zahra de Grand Bassam pour implorer Allah, lui demandant la cohésion et une paix durable en Côte d'Ivoire. Par Gassoro Kone. Mosquée Fatma Zahra de Grand Bassam, pèlerin du Hajj 2019 de la région du sud Comoé. Imam, prédicateurs, guides religieux et fidèles musulmans réunis pour prier pour la paix, la cohésion sociale, mais surtout prier pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire en 2020. Cette initiative des imams de la grande mosquée Fatma Zahra vise selon eux à accompagner les actions de paix et de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Nous avons prié pour la paix et nous avons confiance en nos prières et nos prières seront exaucées par Dieu. Les pèlerins l'ont fait et sont revenus et nous allons prier jusqu'à ce que le Seigneur nous donne le lendemain des élections présidentielles qui n'est autre que la paix. Des actions du chef de l'État saluées par les pèlerins qui ont tenu à lui exprimer toute leur gratitude pour son implication dans l'organisation du Hajj. Nous cherchons à ce que ces bénédictions agréées puissent aller à l'endroit de notre communauté, mais surtout à l'endroit du chef de l'État et de son équipe qui ne ménage aucun effort pour mettre nos pèlerins dans les bonnes conditions. Nous étions les meilleurs même en Afrique. Parce que moi-même, j'ai vécu une scène là-bas. Un pays voisin, je ne veux pas dire le nom ici, quand nous finissons de manger, souvent ils venaient même nous demander est-ce qu'ils peuvent trouver quelque chose pour manger. Vraiment, nous étions bien logés, on avait tout à notre portée. On ne fait que lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour les pèlerins de la Côte d'Ivoire. Cette journée de prière et de bénédiction a bénéficié du soutien des autorités politiques et administratives, des élus et cadres de la région, mais aussi des responsables et membres de la Fédération pour la paix universelle section Côte d'Ivoire. Quand toutes les religions sont en unité, c'est ce que Dieu veut. Nous espérons que cet idéal-là va donner la paix pour les élections 2020 et au-delà pour nos futures générations, pour le bonheur pour tout et chacun. C'est par des louanges et des bénédictions pour le président de la République Alassane Ouattara, pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, pour l'ensemble du gouvernement et pour les populations vivant en Côte d'Ivoire que cette journée de prière à Grand Bassam a pris fin. Une journée de prière également pour l'artiste qui nous a quittés. DJ Arafat s'en est allé depuis le 12 août dernier, mort dans un accident de moto à Abidjan. Yorobo a été inhumé hier au cimetière de Williamsville en présence de plusieurs membres du gouvernement, de sa famille et de ses proches. Inhumation précédée d'une longue soirée d'hommage, de prière et de recueillement. Ses fans ont tenu à être présents à cette veillée artistique pour lui témoigner leur amour éternel. La nuit d'hommage était meublée donc d'hommages, de prières, de prises de parole, de concerts. Les fans du Daïchikan ont célébré leur idole jusqu'au petit matin avec les artistes ivoiriens et d'autres venus de partout sur le continent. Plusieurs artistes donc phares de l'Afrique comme Fally Ipupa, Koffi Olomide, Davido, Ténor et Sidiki Diabaté. On y retourne avec Serge Pacom Didi. Eh oui! Le décès accidentel de notre Yorobo national n'est pas un buzz. Ange Didier Ouon a été porté en terre dans la matinée du 31 août 2019. Pour ce ultime hommage, les artistes africains et non des moindres ont effectué le déplacement. Gims Martins, Sidiki Diabaté, Naza, Koffi Olomide, Davido, Fally Ipupa ont chanté, dansé et pleuré Arafat sur la grande scène du stade Félix Houphouët-Boigny. La musique, elle est universelle, donc on n'a pas besoin d'être carrément ivoirien pour pleurer un frère. Donc, en fait, c'est un frère. Le coup de foudre était violent. Que Dieu rappelle son enfant à 33 ans. Je ne sais pas quelle larme n'est pas versée. Mais pour moi, je retiens, c'était un artiste immense, un créateur, qu'il repose en paix. J'ai remarqué Arafat à travers sa toute première sortie musicale, Jonathan. J'ai suivi son ascension. Il a réussi à s'imposer sur l'échiquier musical africain et c'est par le canal du réalisateur de clips Grand Poussé, il y a quelques années, que je l'ai rencontré ici en Côte d'Ivoire pour la première fois. J'étais en spectacle au Sénégal quand j'ai reçu un coup de fil m'annonçant son décès brutal. J'ai eu très mal. Jeune, talentueux,
et plein d'ingéniosité musicale, il faisait partie des fers de lance de la musique urbaine du coupé décalé. Arafat a fait danser des capitales africaines et de l'Occident avec ses compositions musicales. Un talent inné qui fait des émules et reconnu de tous. Il fallait que nous donnions l'exemple. Donc on était dans une sorte de projet où on allait faire un son ensemble. Artistiquement, rien à dire. Rien à dire, c'était un véritable artiste. Tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour le repos de son âme. Un artiste ne meurt pas de par ses concepts de danse, ses singles, ses vidéos. Arafat, Yorobo, le Zeus d'Afrique ou encore le Daïchikan, comme l'appelle ses fans, restera gravé dans les mémoires. Et nous prions pour que l'Éternel t'accueille dans son royaume. Je vous le disais en titre, l'ouragan Dorian, qui a atteint la catégorie 4 sur 5, doit frapper les Bahamas et les côtes américaines dans les prochaines heures. La Floride, mais aussi 3 autres États. Les autorités appellent les habitants à rester prudents et à s'organiser. Il avance lentement, mais ne cesse de gagner en puissance. Place maintenant au magazine du dimanche. Notre invité est professeur titulaire de génétique et amélioration des plantes, directeur du laboratoire de génétique à l'université Félix Houphouët-Boigny. Professeur Ngueta Sanvo nous a rejoint en plateau. Professeur, je vous propose qu'on plante le décor avec cet élément vidéo. Dans le cadre du programme social du gouvernement, plusieurs tonnes d'engrais, des semences et autres intrants offerts aux productrices de vivriers des sous-préfectures de Sirasso, Nafoun, Kandroba, département de Kourougou. C'est un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, don pour permettre à ces femmes d'accroître leur production maraîchère afin d'assurer leur autonomie financière. La présidente de la mutuelle de développement des femmes du Kafing a salué cette action sociale du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous tenons à lui dire merci au nom de toutes les femmes du Kafing pour ce don qu'il vient de faire. C'est vraiment un grand don parce que les femmes en ont besoin et ça va beaucoup les aider. Et je crois que ce don a été fait pour les encourager. Le Premier ministre est content de ces femmes, de leur travail et il a voulu faire ce don pour les encourager dans ce qu'elles font. Recevant le don, les bénéficiaires ont traduit leur gratitude au gouvernement qui fait de l'autonomisation de la femme, surtout celle du monde rural, une priorité. Le Premier ministre, on le remercie beaucoup. Nous, on reconnaît qu'il pense à nous. Et nous aussi, on le soutient nuit et jour. Nos terres là sont pauvres. Il ne pleut pas beaucoup. Donc sans l'engrais, on ne peut pas travailler. Cette cérémonie de remise de dons a été l'occasion pour ces productrices de vivriers d'émettre des doléances. La réalisation de retenues d'eau pour des productions en contre-saison, des équipements en matériel agricole adapté aux maraîchers, la formation sur les techniques et itinéraires culturels. La mutuelle de développement des femmes du Kafing revendique à ce jour 2000 femmes. Ces femmes exercent dans les domaines de l'agriculture et du commerce. Alors, professeur Ngueta, pour tous ceux qui nous suivent, on va déjà savoir ce qu'est la semence. Qu'est-ce que c'est? Oui, merci beaucoup, M. Diaby. La semence, c'est la graine ou toute autre partie d'un végétal apte à former une plante complète après semis ou enfouissement. On peut aussi dire que la semence, c'est le germe à partir duquel peut naître quelque chose. À partir de cela, on peut parler de semence au niveau des êtres humains. Au niveau des animaux aussi. Au niveau des animaux aussi, et puis au niveau des végétaux. Donc la semence représente la base, le fondement de la reproduction. Contrairement à la graine, qui est seulement destinée à la consommation, la semence, elle doit être vivante et viable pour jouer ce rôle-là. Viable, c'est dire de bonne qualité. De bonne qualité. Et la graine, elle, on n'a pas vraiment besoin qu'elle soit vivante parce que c'est destiné à la consommation. Malheureusement, il arrive des périodes où, dans certains endroits, puisque la semence n'est pas disponible et la semence n'est pas accessible, les producteurs utilisent la graine pour pouvoir semer. Mais quelle est l'importance justement de la semence au niveau de l'agriculture? À partir de cette définition que je viens de donner, vous voyez que la semence représente un des facteurs majeurs, biologiques majeurs, pour augmenter la productivité agricole. Si vous n'avez pas une semence de bonne qualité, il faut carrément oublier de produire parce que généralement, vous vous rendez compte qu'on se retrouve dans des situations où on a un
800 kg, 900 kg, alors que vous avez passé toute une, au moins 4 ou 6 mois à produire, et vous vous retrouvez avec 900 kg à l'hectare, parce que vous n'avez pas une semence de bonne qualité. Oui. Vous parlez de semences de bonne qualité, semences viables. Bonne qualité, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les caractéristiques d'une semence de bonne qualité? Une semence de bonne qualité doit être mature. Ça, c'est la première caractéristique d'une semence de bonne qualité. Ça doit être mature. Elle doit être remplie, parce que généralement, quand vous parlez de graines pour la consommation, on parle de brisures. Au niveau de la semence, on n'a pas besoin de brisures parce qu'il faut que ce soit rempli pour pouvoir jouer son rôle de reproduction. Il faut que la taille de la semence soit uniforme. Et à ce niveau-là, je pense que quand les choses vont évoluer de façon correcte, normale, il faut qu'on arrive à avoir des équipements pour nous permettre de calibrer les semences pour avoir les semences de taille uniforme. Il faut que la semence soit exempte de maladies. Elle doit être en bonne santé. En bonne santé. Il faut que la semence soit pure. Pure, c'est dire quoi? Pure, ça veut dire, par exemple, moi, M. Diaby, vous êtes un ami, je vous aime bien, je développe une variété et je mets votre nom, variété Diaby. D'accord. Quand quelqu'un vient acheter cette variété, elle veut simplement avoir la variété Diaby. Il ne faut pas que ce soit mélangé à la variété Ngeta. Exactement. Koné Ngeta, non. Je veux avoir la variété Diaby. Je veux qu'il n'y ait pas de graines de mauvaises herbes. Et je veux que lorsqu'on met en place, que cette variété ressemble à la semence mère. Voyez? Donc ça fait. Ensuite, il faut que cette variété-là cette semence soit viable, c'est-à-dire ait une bonne capacité germinative. Il faut que la semence-là soit vigoureuse pour pouvoir lutter contre les mauvaises herbes. Voilà les caractéristiques. Oui, parce qu'elle est souvent en compétition. La plante et la culture, nos cultures sont souvent en compétition avec les mauvaises herbes. Il faut donc que la semence soit vigoureuse pour pouvoir vaincre les mauvaises herbes lorsqu'il y a compétition entre elles. Mais vous parlez de différents groupes, de différentes variétés. Quelles sont les variétés? Les variétés, en fait, c'est le processus par lequel le sélectionneur, lorsqu'il croise les individus, par exemple, moi je suis un améliorateur de plantes, je fais des sélections, je croise les individus et à la fin, je sélectionne un individu qui constitue une variété. Et lorsque je sélectionne l'individu, j'obtiens des semences à partir de cet individu-là. Et la semence-là représente la semence souche dès le départ. D'accord? Et cette semence-là peut être multipliée, parce que la semence souche, c'est autour de 15 kg à 20 kg. Il faut multiplier pour pouvoir mettre à la disposition des producteurs. D'accord? Donc, la première génération de multiplication constitue un G1, deuxième multiplication G2, troisième multiplication G3, et tout cet ensemble constitue les pré-bases. Quand on multiplie les G3 pour aller à G4, ça c'est la base, et puis de la base, on multiplie la base pour avoir les semences certifiées que nous mettons à la disposition des producteurs pour pouvoir produire les graines. Justement, j'allais en venir. Quels sont les groupes dont a besoin le producteur pour son activité? Ça dépend. Soit que vous signez une convention avec le CNRA pour dire, bon, nous avons des producteurs qui sont capables de produire les semences de base. Donc, vous prenez les pré-bases de la G3, que vous multipliez par vos producteurs, vous supervisez la production, et puis vous allez aux semences de base, vous produisez les semences, vous multipliez les semences de base pour avoir les semences certifiées. Ce sont ces semences certifiées-là qui sont mises à la disposition des producteurs pour pouvoir produire les graines. Et mises à la disposition des producteurs par le CNRA? Non, le CNRA met, ça dépend de la convention comme je l'ai dit, le CNRA, lui, il met les semences soit de base ou de pré-base à la disposition des producteurs, des groupes de producteurs. D'accord, qui sont souvent constitués en coopérative ou alors les filières elles-mêmes, la filière cotonnière peut aller rencontrer le CNRA pour discuter, échanger. Discuter et puis dire, bon, écoutez, nous avons à notre disposition des producteurs qui ont été bien formés pour pouvoir avoir les pré-bases G3, produire la base et puis nous allons produire des semences certifiées et mettre à la disposition de nos producteurs. Et le CNRA leur met ça à disposition. Voilà, à partir du contrat. Ou le producteur, l'individu, le producteur qui n'est peut-être pas constitué, comment il peut se procurer ces semences? Les semences, on peut les procurer au CNRA, au Centre national de recherche agronomique. Tout à fait. Si le système est bien huilé, comme je suis en train d'expliquer, il y a les inspecteurs semenciers qui sont en place. Quand vous êtes prêt à produire de la semence, vous allez voir l'inspecteur semencier dans votre région. Par exemple, je viens de Bongouanou. Je vais voir un inspecteur semencier qui est logé au sein de la NADER. Il dit, je veux produire de la semence, par exemple du riz. Il va me demander c'est quel type de semence vous voulez produire. Je peux produire des semences de base. D'accord?
Il va me donner donc les conseils. Est-ce que j'ai été formé pour pouvoir produire ces semences de base? Une fois que je lui donne l'assurance que j'ai été formé, alors il me donne la possibilité de pouvoir produire ces semences de base en venant sur le terrain pour pouvoir contrôler ce que je suis en train de produire sur le terrain. Vous voyez? Donc ça veut dire que je suis obligé d'aller m'inscrire chez lui. Par exemple, si on dit de payer 1000 francs pour pouvoir être producteur semencier, je paye mes 1000 francs. Ça lui donne la possibilité de pouvoir se déplacer, venir sur le terrain, pour contrôler ce que je suis en train de faire. Et là, on appelle ça le contrôle de la semence, le contrôle de la qualité au champ de la semence. La terminologie semble tellement difficile, il faut peut-être être initié pour que ça aille. Or, la plupart de nos producteurs n'ont pas cette qualification. Comment résoudre ce problème? Pour résoudre ce problème, c'est un peu délicat et facile. Pourquoi? Vous savez qu'actuellement, nous sommes en train de mettre en place un master industrie de semences à l'université. Ce master-là va se charger de former les inspecteurs semenciers et ensuite les techniciens de laboratoire. Mais le master ne va pas s'arrêter à ce niveau parce que si vous voulez aller sur le terrain pour contrôler les producteurs, ce qu'ils sont en train de faire, il faut les former également. Donc, il est question de former les producteurs sur les techniques de production de semences, sur les techniques de conditionnement des semences, c'est-à-dire après la production, il faut faire le séchage, le triage, ainsi de suite. Donc, il faut les former. Et puis le stockage. Très souvent, il faut qu'on ait des magasins de stockage appropriés pour qu'on puisse stocker les semences dans de bonnes conditions pour pouvoir les écouler quand le temps sera. Il faut dire que ce master professionnel va démarrer pendant cette rentrée académique 2019-2020 où vous allez former les inspecteurs semenciers, les techniciens de laboratoire. Mais dites-nous, quelle est la situation de la production semencière ici, en Côte d'Ivoire? Au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut reconnaître qu'il y a deux aspects. D'abord, il y a les cultures de rente, comme le café, le cacao, ainsi de suite. À ce niveau-là, la filière semencière est tellement organisée que les producteurs ont accès aux semences de bonne qualité. Parce que ce sont ces structures elles-mêmes qui sont organisées, qui ont signé des conventions avec le CNRA, et puis le CNRA met à leur disposition soit les G3, les pré-bases, soit les bases, et ils ont à leur sein des producteurs qui sont bien formés, qui peuvent prendre ces semences-là, sous la supervision des ingénieurs agronomes, produire les semences de base, produire les semences certifiées, et puis ces semences-là sont mises à la disposition de leurs producteurs. Au niveau des cultures vivrières, le problème est différent. Par exemple, prenez le riz, le maïs, le manioc, ainsi de suite, qui n'ont pas bénéficié de l'attention particulière de l'État à un moment donné, parce que l'État s'est désengagé de la structure et le système a été désorganisé. Et là, maintenant, quand vous regardez de près, le système n'est pas bien organisé. Les semences de qualité, de bonne qualité, ne sont pas pratiquement disponibles. Quelques-uns seulement ont accès à ces semences. Si moi, je veux regarder, c'est autour de 5-10% des producteurs qui ont accès à ces semences de bonne qualité. Du coup, il faut réorganiser cette filière de manière à permettre aux gens, puisque vous voulez nourrir tout le monde. Moi, peut-être qu'actuellement, on doit être autour de 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Il faut les nourrir. Il faut avoir les semences de bonne qualité pour pouvoir les nourrir. 24 millions à peu près officiellement. Est-ce que la Côte d'Ivoire est dotée de suffisamment de semences et surtout de bonne qualité? Bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Au niveau des cultures de rente, le problème ne se pose pas à ce niveau parce qu'ils ont suffisamment de semences. Le CNRA est à mesure de produire les semences de base ou les pré-bases nécessaires pour pouvoir permettre à tout le monde. On en a actuellement à l'état actuel des choses? Oui. On en a suffisamment? On n'a pas suffisamment au niveau des cultures vivrières. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès aux semences des cultures vivrières. C'est difficile parce que le système n'est pas bien organisé. Est-ce que le problème n'est pas le fait qu'il n'y a pas de laboratoire d'analyse de semences ici en Côte? Il y en a un seul. Oui. Alors qu'ailleurs, on en a 4, on en a 5. N'est-ce pas là le problème peut-être? Le problème est à ce niveau-là aussi. Mais en fait, le problème se situe aussi au niveau de la formation des acteurs même de la filière semencière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je parle d'inspecteurs semenciers. Il y en a qui ont été formés. Voilà. Et qu'il faut former pour pouvoir donc suivre, parce que là où on a la production de semences, il faut absolument qu'il y ait des inspecteurs semenciers qui contrôlent la qualité au champ. Ensuite, ces semences-là qui ont été contrôlées au champ doivent être échantillonnées pour pouvoir aller au laboratoire pour faire les analyses. Il n'y a qu'un seul laboratoire d'analyse de semences. Donc moi, je pense que dans les grandes zones de production comme Korogo de semences,
normalement, on devrait pouvoir avoir des laboratoires d'analyse de semences pour permettre de pouvoir donc augmenter notre production. Et quelles pourraient être encore vos recommandations pour améliorer le système semencier ici en Côte d'Ivoire? C'est la professionnalisation de la filière. Et comme je l'ai dit, former les inspecteurs semenciers, former les techniciens de laboratoire, construire des laboratoires d'analyse de semences et puis, à la fin, puisque les acteurs même clés, c'est les producteurs, il faut les former eux aussi de manière à leur permettre de pouvoir donc produire. Merci. Merci. Monsieur Ngueta, professeur Ngueta Assanvo Simon-Pierre, professeur titulaire de génétique et amélioration des plantes. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de l'importance des semences agricoles. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine en Côte d'Ivoire. Les autorités sont interpellées. Merci en tout cas d'avoir effectué le déplacement, d'avoir répondu donc à notre invitation. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Pour revoir ce journal, cliquez simplement sur les www.rti.ci. Merci au beau monde qui se trouve là-haut en régie. Bon dimanche à vous tous sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.